Bonjour à tous. Nous voici encore à notre énième numéro de Lundi Parlons Radiologie. Et comme je l'ai dit la fois passée, ce mois est dédié au sujet relatif à la neuroradiologie. On avait commencé avec la terminologie en neuroradiologie, présentation faite par Dr Kambangu. Et après, c'était le prof Yanda qui nous a parlé de la torse grave, de la jonction crânio-vertébrale. Et aujourd'hui, on va parler de l'angiopathie amyloïde cérébrale, qui est un sujet très rarement développé dans nos milieux, mais qui est très, très intéressant et qu'on voit souvent en Occident, surtout avec le vieillissement de la population. Et pour développer ce sujet, nous avons l'honneur, une fois de plus, d'avoir Dr Edingo Johnny. Et je vais livrer un secret ici. La fois passée, la semaine passée, je revoyais toutes les vidéos de Lundi Parlons Radiologie. Et deux de ces présentations, c'est parmi les tops suivis pendant les 2 ans passés à Lundi Parlons Radiologie, pour dire que c'est parmi les meilleurs présentateurs de Lundi Parlons Radiologie à ce jour après 2 ans. Donc, nous ne serons pas déçus. Et pour l'accompagner dans la discussion, parce que quand ces malades viennent, ils n'ont pas seulement l'imagerie, ils doivent aller voir les cliniciens. Nous avons un neurologue qui est Dr Charlemagne Vaudouguion, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom, qui est neurologue spécialisé en neurovasculaire au centre hospitalier Heure-Saint en Normandie, en France. Je me suis rappelé que je n'ai pas cité les institutions du Dr Johnny parce que c'est déjà écrit sur l'écran que vous avez là. Nous avons également Dr Caroline Tunda-Mukako, qui est gériatre et spécialiste en soins palliatifs. Vous comprendrez pourquoi, parce que ce sont des patients d'un certain âge et qui demandent une prise en charge multidisciplinaire et où le gériatre joue un rôle très important. Mais en fin de compte, comme c'est une maladie tissulaire, on a besoin d'anatomopathologie. On verra les images. Par moment, vous faites le diagnostic différentiel. L'imagerie ne nous donneront pas tout. Et pour nous aider à comprendre cet aspect-là, nous avons le professeur Leboise, que je ne présente plus, qui est professeur d'anapathie à l'Université de Kinshasa, qui sera là aussi pour nous aider à discuter dans sa globalité ces sujets. Alors, je ne vais pas m'éterniser dans des discours. Je vais remettre la parole au docteur Edingo Johnny pour nous enseigner. Docteur Edingo, à vous la parole. Merci, bonsoir à tous. Donc, ce soir, on va parler de l'angiopathie amyloïde cérébrale. C'est une pathologie, comme disait le professeur Mata ici, donc c'est quand même pour ceux qui font de la radiologie générale, il faut la connaître parce que c'est l'une de grandes causes quand même de démence. Parce que reste quand même, la démence vasculaire reste quand même une grande cause des troubles cognitifs. Et l'angiopathie amyloïde et la microangiopathie hypertensive, c'est vraiment les plus fréquentes. Donc, on va commencer donc, ce topo avec un petit dossier clinique, si j'arrive. Quand ça marche pas. Voilà, donc on va commencer avec un petit dossier clinique donc, pour nous introduire dans la matière. Donc, c'est un patient de 77 ans voilà, qui arrive aux urgences pour un déficit membre supérieur au 3. Il n'a pas d'HTA connu, il n'a pas de traitement anticoagulant, donc il a des troubles cognitifs d'apparition progressive. Donc, dans notre protocole à nous des urgences, parce qu'après, il y a le docteur Bobignon qui est là, donc, qui en parlera plus tard dans la discussion. Donc, on fait déjà un scanner, ça dépend des centres. Donc, il y en a qui préfèrent faire de l'IRM, il y en a d'autres qui font du scanner multimodalité, en fait, pour essayer de voir s'il y a un AVC hyper aigu qu'on peut traiter. Donc, le patient bénéficie d'un scanner, je vais vous montrer les images. C'est un scanner cérébral sans injection. C'est le premier temps de notre examen. Je vais laisser défiler les images, donc vous voyez. Déjà sur le scanner cérébral sans injection, donc on remarque que le patient il a un hématome intraparenchymateux. C'est un hématome lobaire, ce qui n'est pas de localisation profonde, donc il est quand même assez loin des noyaux gris centraux et assez loin du tronc cérébral. Donc il reste un hématome lobaire fronto-pariétal gauche. Il y a une petite hémorragie sous-arachnoïdienne.
Donc, comme le sujet ce jour, ce n'est pas des discussions sur les hémorragies intracérébrales, hein, donc je veux passer tout ce qui est description et analyse des hématomes. Je pense qu'il y avait le cours de pensée en maths qui en parlait. Donc, moi, je vais plutôt aborder comment réfléchir quand on est en face d'un dossier pareil. Donc, on est aux urgences, on reçoit le patient il a 77 ans. Donc, il arrive avec un hématome intraparenchymateur, on voit, et puis localisation lobaire, frontopariétale gauche et une hémorragie sous-arachnoïdienne à côté. Donc, donc, comment réfléchir, comment arriver jusqu'au diagnostic. Donc, la première chose à savoir, c'est déjà que les causes d'hémorragie, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et c'est parfois difficile de s'en sortir. Donc, entre les causes traumatiques et tout le reste, ça fait beaucoup. Mais quand on essaie de le regrouper déjà, on commence à avoir un peu plus clair. Déjà, on a des causes traumatiques et puis on a des causes qui sont non traumatiques. Et dans les causes non traumatiques, c'est vraiment un fourre-tout. Il y a beaucoup de causes entre l'HTA, les traitements anticoagulants jusqu'au SVCR. Donc, il y a beaucoup de causes. Et pour s'en sortir déjà, l'astuce, c'est déjà de les regrouper par fréquence. Déjà la première chose. Donc quand on regroupe par fréquence, on voit déjà que le nombre commence déjà à diminuer. Donc déjà, la première cause d'hémorragie, ça reste quand même l'HTA. Après, on a quand même l'angiopathie amyloïde qui arrive, on a les patients sous traitement anticoagulant, les malformations vasculaires, les atteintes systémiques et toutes les autres causes. Déjà, quand on fait ça, on arrive déjà à regrouper un peu plus, à voir un peu plus clair. Et quand on passe par rapport à l'âge, donc par rapport à la fréquence, on voit que chez les patients d'au moins 30 ans, les malformations vasculaires restent quand même la première cause d'hémorragie intracrânienne. Après, il y a les atteintes systémiques, il y a les traitements anticoagulants qui, oui. Et là, l'HTA, c'est un sujet de 30 ans, les angiopathies amyloïdes, c'est des causes qui sont quand même assez rares chez les sujets jeunes. On ne dit pas que ça n'existe pas, mais c'est très, très rare qu'on les trouve. Dans notre pratique quotidienne, ce n'est pas les causes sur lesquelles vous allez tomber le plus souvent. Donc, déjà, avec ça, on commence à voir beaucoup plus clair. Et quand on arrive chez les patients de plus de 60 ans, on voit déjà que l'HTA est la cause la plus fréquente, les angiopathies amyloïdes et les traitements par anticoagulants antiagrégants, c'est les trois causes les plus fréquentes de saignement, quand même chez le patient qui a plus de 60 ans. Les malformations vasculaires, les atteintes systémiques et les autres causes sont quand même beaucoup moins fréquentes. Donc, quand on a fait comme ça, quand on arrive déjà à séparer selon les différentes causes, selon les fréquences d'âge, on s'en sort déjà beaucoup mieux. Donc, on voit que chez notre patient qui avait un hématome lobaire plus une hémorragie sous-arachnoïdienne, il avait plus de 60 ans. Donc, on revient sur les grandes causes d'hémorragie chez les patients de plus de 60 ans. On dit qu'il y avait l'HTA, l'angiopathie amyloïde, les traitements anticoagulants. Notre patient, dans les données cliniques, il n'était pas connu hypertendu. Il n'avait pas de traitement anticoagulant, antiagrégant. Donc, on reste quand même déjà on réduit déjà le nombre de causes. Donc, on élimine déjà l'HTA, on élimine les traitements anticoagulants. Donc, l'angiopathie amyloïde reste quand même la cause la plus fréquente. Les malformations vasculaires, ce n'est pas fréquent chez les patients de plus de 60 ans. Ça peut arriver, pourquoi pas, mais ce n'est pas fréquent. Les atteintes systémiques, les thromboses veineuses et les tumeurs restent quand même beaucoup moins fréquents. Et quand on continue toujours avec notre logique dans toujours comment réfléchir quand on est devant une hémorragie, on voit que les causes macrovasculaires, donc les causes de saignement macrovasculaire, dans tout ce qui est malformation, tout ce qui est anévrisme, les cavernomes, les thrombophlébites, les angéites, donc toutes les atteintes vasculaires, c'est quand même les sujets jeunes. On reste quand même sur les sujets qui sont beaucoup plus jeunes, qui n'ont pas d'HTA et qui n'ont pas de signe de microangiopathie. Notre patient, il a quand même plus de 60 ans. Il n'était pas connu, certes, HTA, il a quand même plus de 60 ans. Donc, la cause la plus probable, jusqu'à preuve du contraire, reste quand même l'angiopathie amyloïde. Bien que l'angiopathie amyloïde reste toujours un diagnostic d'élimination. Voilà, on a avec nous le professeur Leboise, donc je pense qu'il nous l'expliquera à la fin. Le diagnostic de certitude de l'angiopathie amyloïde reste quand même la patte. Mais donc, en termes de fréquence et d'âge, ça reste un diagnostic d'élimination plus probable selon l'âge. Donc, les malformations vasculaires, dans notre cas, c'est déjà moins probable. L'HTA, le traitement anticoagulant, vous avez déjà éliminé parce que le patient n'avait pas ces antécédents-là. Il reste quand même les atteintes systémiques, les thromboses veineuses et les tumeurs
d'où on ne s'arrête pas au scanner, il faut quand même passer à l'IRM. L'IRM, voilà, qui nous aidera à faire le diagnostic différentiel beaucoup plus loin. Donc, l'angiopathie amyloïde reste quand même une maladie petites artères cérébrales, donc qui est une maladie qui est causée par un dépôt des peptides amyloïdes dans la paroi des vaisseaux. Donc, ce dépôt va provoquer des microanévrismes et qui va provoquer une nécrose fibrinoïde et parfois avec, voilà, avec les saignements et tout. Donc, le principal facteur de risque, ça reste comme l'âge élevé, donc au moins 50 ans. Il y a quand même il est quand même assez lié à la maladie d'Alzheimer parce que la protéine amyloïde intervient aussi dans la maladie d'Alzheimer avec la protéine tau. Donc, certains phénotypes de l'apolipoprotéine, donc ce n'est pas tous les phénotypes qui sont responsables, qui sont associés à l'angiopathie amyloïde. Et c'est une cause qui reste quand même majeure, intracérébrale d'hématome lobaire chez les patients de plus de 75 ans. Donc, les cliniques, il y a quatre situations cliniques qui sont principales. C'est l'hémorragie cérébrale, donc c'est souvent la découverte de notre cas. On a le déclin cognitif, le syndrome démentiel. Donc, on disait que l'angiopathie amyloïde reste quand même l'une des grandes causes des démences vasculaires, parce que dans le bilan de troubles cognitifs, les démences vasculaires occupent quand même une très grande place dans l'angiopathie amyloïde et la microangiopathie hypertensive. La détérioration neurologique et cognitive qui est rapidement progressive, et puis on a des symptômes neurologiques qui sont voilà, plus ou moins transitoires. Donc, quels sont les signes qu'on va rechercher en IRM surtout, parce que le scanner verrait que la plupart des signes qu'on voit qui vont nous orienter vers le diagnostic de probabilité d'une angiopathie amyloïde, c'est difficilement visible au scanner, à part l'hématome lobaire et les séquelles d'hématome. Donc, nous avons l'hématome lobaire, comme dans notre cas. On a la microhémorragie corticale, ce qu'on appelle les microblites, les modifications de signal de la substance blanche, la leucoariose, la leucopathie, l'hémorragie sous-arachnoïdienne de la convexité, surtout, l'hémosidérose, donc qui est un dépôt d'hémosidérine au niveau du cortex et de l'heptoméninge, les lésions ischémiques, mais qui sont beaucoup plus de localisation corticale ou périphérique. On a l'atrophie cérébrale, qui n'est pas spécifique, et aussi la dilatation des espaces de Virchow-Robin, des localisations plutôt périphériques, des espaces périvasculaires. Donc les microblides, par définition, c'est des micro-saignements. Ils sont vraiment tout petits. On arrive à les voir uniquement sur les séquences de susceptibilité magnétique. Donc, les séquences en échocardio, ils font moins de 5 mm. Ils sont ronds ou ovoïdes, ils ne sont pas linéaires. Et en fait, c'est lié à un dépôt d'hémosidérine autour de la paroi des vaisseaux. Donc, c'est facile à voir en imagerie. Dès qu'on a nos séquences à nous en écho de gradient ou de susceptibilité magnétique, qui reste toujours une séquence en écho de gradient, mais avec des multiples échos. Et le fait d'utiliser des multiples échos pour réaliser cette séquence, ça fait que nous aurons des échos précoces qui auront un flux rapide, donc avec du sang oxygéné ici, qu'on voit, c'est un effet TOF. Cet effet qu'on appelle l'effet diamagnétique. Donc, ce qui est intéressant avec cette séquence, c'est que quand on MIP, on a un effet TOF, on a des structures vasculaires, artérielles. Et quand on passe au MINIP, on a des structures veineuses qui sont liées justement à cette acquisition avec des échos tardifs. Donc, en imagerie, c'est facile. On a notre séquence de susceptibilité magnétique, le T2 étoile, T2 écho gradient. On recherche les tout petits points noirs qu'on voit là. Voilà. C'est ça, des microblites, ils font moins de 5 mm. Voilà, on les voit là, 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 là. Et là, cette séquence de subtilité magnétique, comme c'est une séquence volumique, donc elle est beaucoup plus sensible donc, aux artefacts, donc qui fait qu'on les voit beaucoup mieux. Donc là, on a quasiment, on voit quelques microblides ici, alors que là, sur la séquence de subtilité magnétique, on en voit quasiment partout. Donc la localisation dans les angiopathies amyloïdes, c'est plutôt une localisation qui est périphérique, parce que vous verrez que dans la microangiopathie hypertensive, qui reste le principal diagnostic différentiel de l'angiopathie amyloïde, c'est plutôt une localisation qui est profonde. Donc, on voit souvent le sang au niveau du sang cérébral, au niveau de nos replis centraux. Donc, c'est vraiment une localisation qui est profonde, alors que dans l'angiopathie amyloïde, c'est vraiment une localisation qui est périphérique.
pouvons avoir dans la microangiopathie hypertensive aussi des microbleeds périphériques, hein, c'est possible, mais dans la microangiopathie hypertensive, il y a toujours des microbleeds de localisation profonde. Donc, que ce soit profond ou périphérique. Après, nous avons la sidérose corticale superficielle. En fait, la sidérose corticale, c'est quoi? C'est des dépôts d'hémosidérine au niveau du leptoménage. Donc, il y aura cette forme, donc cet aspect qu'on appelle en rail, hein. Donc, on voit ici. Voilà, donc, deux bandes noires et au milieu un peu blanc. Cet aspect en rail qu'on voit qui est en train d'émouler les sillons. Voilà. Là, c'est vraiment, c'est très diffus, hein. Donc, parce qu'il y a une atteinte de plus de 4 sillons. Donc, on a vraiment une sidérose corticale qui est disséminée, qui est assez diffuse. Et là, on a même des séquelles d'un hématome intraparenchymateux qu'on voit en hyposignal sous la séquence de susceptibilité magnétique. Donc, hyposignal, pourquoi? Parce que je vous ai dit que ça, c'est une séquence, en fait, qui étudie principalement des artefacts, hein. Donc, les artefacts diamagnétiques, donc pour les flux rapides avec du sang oxygéné, et les artefacts paramagnétiques, justement, pour la dégradation de l'hémoglobine. Et plus le taux de dégradation est élevé, on passe d'un effet paramagnétique jusqu'à un effet super paramagnétique. C'est pourquoi il est déconseillé de mesurer des lésions sur cette séquence de susceptibilité magnétique, justement, parce que comme c'est des artefacts, ça a tendance parfois à majorer le volume des lésions. Donc, à part le microblitz qu'on a vu, qui a une localisation périphérique, la sidérose corticale superficielle, donc avec l'image en rail au niveau des sillons corticaux, on a des lésions ischémiques qui sont plutôt de localisation périphérique, hein. Là, on le voit là, avec cette image-là. Ça, c'est la séquence des diffusions. Et puis, la cartographie ADC, on a une image, hein, qui apparaît là en hypersignal diffusion, avec une restriction sur la cartographie ADC. Donc, on a une petite lésion ischémique de localisation périphérique. Donc, une lésion ischémique qui est récente. Récente pourquoi? Parce qu'on a on a cette restriction sur la cartographie quand on a notre échelle de couleur, donc qui tend vers le plus bas, donc c'est le tend vers le noir, un peu foncé. Donc, c'est hyper simple. On a notre diffusion, notre ADC, on regarde est-ce que c'est blanc en diffusion? Oui, c'est blanc. Et comment ça se comporte sur l'ADC? Est-ce que c'est noir? Oui, c'est noir, donc il y a une restriction. Et donc, une petite lésion ischémique récente. Donc, pour récapituler un peu ce qu'on venait de dire tout à l'heure, donc l'angiopathie amyloïde, c'est essentiellement l'hématome lobaire. Les signes qu'on retrouve dans l'angiopathie amyloïde sont essentiellement l'hématome lobaire. On a des microsaignements qui sont tout noirs sur les séquences écho-gradient. On recherche des petits points noirs sur un écho-gradient. On a la sidérose corticale superficielle. Là, on le voit sur la séquence T2 étoiles, hein. C'est cette image en rail. Là, on voit deux bandes noires avec une petite ligne blanche. Image en braille, c'est de la sidérose. Et puis, on a de la leucoariose, donc la leucopathie qu'on a classiquement, qu'on voit au scanner, hein, sous forme d'hypodensité périventriculaire. Et là, en imagerie, on les voit, c'est ces anomalies de signal en flair, qui apparaît tout blanc en flair tout autour des ventricules, assez parallèle, hein, qui fait vraiment cette différence avec les maladies inflammatoires qui sont beaucoup plus de localisation perpendiculaire au ventricule. Donc, récapitulatif. Les signes en angiopathie amyloïde, hein, qu'est-ce qu'on recherche pour les angiopathies amyloïdes? L'hématome lobaire, les microsaignements, les microglides, les modifications de la substance blanche ou la leucoariose, les hémorragies sous-arachnoïdiennes, mais qui sont beaucoup plus de localisation au niveau de la convexité. On a la sidérose corticale superficielle, les ischémies corticales périphériques. L'atrophie n'est pas spécifique et les dilatations des espaces de Virchow. Ça, c'est des signes associés qui nous aident vraiment à conforter notre probabilité diagnostique. Ben, chez notre patient, qu'est-ce que ça donne en IRM finalement? Parce qu'on avait cet hématome lobaire, si vous vous souvenez, qui était une localisation frontopariétale, hein, et avec une hémorragie sous-arachnoïdienne de faible intensité. Donc, on va voir ce que ça donne en IRM. Voilà, on a notre séquence sagittale T1, on a la séquence axiale flair, on a la séquence axiale diffusion. On voit qu'on a bien un autre hématome qu'on voit déjà là, qui commence à apparaître blanc en T1, blanc en flair. Donc, c'est déjà un hématome qui est subaigu, parce que dès que c'est blanc en T1 et en flair, c'est plus subaigu. Et là, en hypersignal diffusion, donc l'hématome peut restreindre
sur la diffusion, mais est-ce qu'on a des petits signes parfois qui nous aident, hein. Donc, dès qu'on est en diffusion pour faire le diagnostic différentiel avec une lésion ischémique pardon, récente, on a ces petits liserés, voilà, hein, en hyposignal sur la séquence de diffusion qui contourne l'hématome avec cet aspect un peu feuilleté, un peu irrégulier. C'est très caractéristique d'un hématome sur la séquence de diffusion. Parce qu'il n'y a pas que l'AVC ischémique qui est blanc en diffusion avec une restriction sur l'ADC. L'hématome aussi peut être blanc en diffusion avec une restriction sur l'ADC. Donc, on a ces signes-là qui nous aident. L'abcès aussi peut être blanc en diffusion avec une restriction à l'ADC. Et là, en ce moment, ça sera la forme, elle sera différente. Alors, on aura la coque à rechercher. Donc, il y a toujours des petits signes qui peuvent nous aider à voir plus clair quand on a des anomalies sur l'IRM. Et qu'est-ce que ça donne au niveau de l'échocardien? Parce qu'on doit rechercher les autres signes, hein. Vous vous rappelez, on a parlé de l'hématome lobaire, des microsaignements et de la sidérose corticale. Donc, on recherche aussi, donc ce sera sous la séquence en échocardien. On a déjà le premier point noir qui apparaît sur l'échocardien, donc un petit microglide périphérique. Là, on a une sidérose corticale, on voit déjà là, qui apparaît. L'image en rail, vous voyez, on a deux traits noirs, petite image blanche au milieu, on a une image en rail. Donc, on a déjà une sidérose corticale superficielle. Voilà, on continue de monter. Là, et encore là, toujours cette sidérose qui est en train de mouler les sillons corticaux. On remonte encore plus haut, on en a partout, c'est diffus. Donc, c'est disséminé quand c'est plus de 4 sillons. Et quand c'est inférieur à 4 sillons, c'est plutôt focal. On retrouve notre hématome intraparenchymenteux qui est là. Voilà, on sait suivre. Voilà, toujours notre sidérose qu'on voit très bien avec cet aspect en faille. Voilà, deux bandes noires, image blanche au milieu, deux bandes noires, image blanche au milieu, deux bandes noires, image blanche au milieu. Donc, une sidérose corticale superficielle, disséminée. Donc, le diagnostic qui a été retenu chez ce patient, c'est une angiopathie amyloïde probable, mais ça reste un diagnostic d'élimination, vous verrez. Donc, on a, nous, les critères de Boston qui ont été modifiés en 2022, mais je pense qu'ils ont encore été modifiés derrière, mais j'ai repris celle-ci parce elle est beaucoup plus simple. C'est la version 2.0 de 2022. Donc, au fait, où je reprends que l'angiopathie amyloïde probable et l'angiopathie amyloïde possible, parce que l'angiopathie amyloïde certaine donc reste un diagnostic à la patte. Donc, ce n'est pas un diagnostic qu'on fait en imagerie. Nous, en imagerie, ça reste un diagnostic d'élimination. Donc, on prend en compte l'âge, 55 ans, qui descend maintenant même dans les nouveaux critères, on sera jusqu'à 50 ans, je pense. Donc, 50 ans, qui ont un hématome lobaire, qui soit unique ou multiple. Quand il est unique, il est associé à de la sidérose corticale, soit focale ou diffuse. Quand elle est multiple, donc on est sûr que c'est vraiment une angiopathie amyloïde jusqu'à preuve du contraire chez un patient qui a plus de 50 ans et qui n'a pas d'autres diagnostics, ou quand on ne retrouve que de la sidérose superficielle plus des microglies lobaires, ça entre aussi dans le rang d'une angiopathie amyloïde probable. Mais il y a une condition, il ne faut pas qu'il y ait d'autres diagnostics et le patient doit avoir au moins 50 ans. Un patient qui a 30 ans avec un hématome lobaire, c'est une malformation vasculaire jusqu'à preuve du contraire. Quand on a revu les grilles des diagnostics différentiels au tout début, on a dit que c'est des sujets qui ont moins de 30 ans, c'est plutôt, il faut rechercher la malformation vasculaire. C'est des sujets qui ont plus de 50 ans, qui ont plus de 60 ans, il faut plutôt rechercher l'angiopathie amyloïde. Et ça reste possible, c'est toujours les patients qui ont au moins 50 ans, avec une hémorragie lobaire corticale, sous-corticale, mais unique, et il n'y a pas d'autre cause hémorragique. Ou il a juste une sidérose corticale superficielle sans autre hémorragie associée. Pas de microsaignement ou pas d'hématome lobaire. Là, on reste dans de l'angiopathie amyloïde possible. En se rappelant bien que le diagnostic de certitude reste l'anapathe. Ce patient, donc on a toujours cette séquence en échogradient, hein, donc on voit, voilà, on voit qu'il y a des microsaignements. Voilà, 2, 1, 2, 3. Bon, c'est bon, c'est peut-être une angiopathie amyloïde. Maintenant, si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit au tout début, il y a des drapeaux rouges chez ces patients. Le premier, on a un microsaignement qui est profond,
On se rappelle pour l'angiopathie amyloïde, on avait dit que les microsaignements sont périphériques. Et là, on a des séquelles d'une hémorragie. Là, qu'on voit là en capsule lenticulaire gauche. Donc, on a séquelles d'un hématome profond. Microblide, localisation profonde périphérique, séquelles d'hématome profond. Donc, on est plutôt en face d'une microangiopathie chez un patient hypertendu. Donc, l'atrophie, on peut toujours l'avoir. Hein. L'atrophie, je dis que ça reste non spécifique. C'est des signes d'entendement, mais qui restent non spécifiques. Donc, c'est toujours des drapeaux rouges. Hein. Donc, même quand le patient est là, il a au moins 50 ans, mais il est hypertendu, il n'est pas traité. Donc, notion d'HTA, que dit le critère de Boston? Il doit avoir aucune autre cause identifiée. Et puis après, on a une localisation de notre hémorragie qui va à une localisation profonde, de notre hématome. Donc, ça élimine directement notre angiopathie amyloïde. Là, il y a une hémorragie intraventriculaire associée. Mais le fait que la localisation de l'hématome soit profonde élimine l'angiopathie amyloïde. Donc là, pareil, même exemple, chez le même patient, on passe à l'IRM, microbilite, localisation profonde, séquelles d'hématome profond. Donc on voit que là, ça élimine automatiquement notre angiopathie amyloïde. Du fait que, même si on a des microsaignements, mais comme ce n'est pas des microsaignements qui sont exclusivement de localisation périphérique ou lobaire, on a des microsaignements de localisation profonde, des séquelles d'hématome profond, ça élimine notre diagnostic d'angiopathie amyloïde et on tend plutôt vers une angiopathie hypertensive. Donc, il n'y a pas que la microangiopathie hypertensive et amyloïde qui donne des hématomes. Hein. Donc, il ne faut jamais oublier le contexte traumatique. Dans le contexte, on peut aussi avoir des hématomes lobaires dans le contexte traumatique et qui est là, une hémorragie intraventriculaire, un effet de masse sur les structures médianes, donc avec une déviation du côté contralatéral. Voilà, ça c'est encore un hématome lobaire chez un patient avec endocardite infectieuse. Même si un hématome lobaire qu'on voit là, on a l'impression d'avoir des microsaignements. C'est dit, ah, c'est une angiopathie amyloïde. Mais souvenez-vous, dans l'angiopathie amyloïde, il est bien précisé dans les critères de Boston qu'on ne doit pas retrouver d'autres causes. Il doit y avoir absence de cause retrouvée. Donc, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, on élimine les autres causes. On a des critères en imagerie qui orientent vers l'angiopathie amyloïde. Donc, en ce moment, on évoque le diagnostic de l'angiopathie amyloïde probable. Là, on a un patient qui a une endocardite avec des emboles septiques. Donc, c'est sûrement, il a fait une vascularite septique avec des hémorragies, des microsaignements. On a même un anévrisme mycotique qu'on voit ici sur l'angioscanner. Voilà, c'est un autre patient. Donc, au scanner, on voit qu'il y a une lésion qui est là, qui est spontanément hyper dense, avec un effet de masse sur les structures médianes. Donc, on se dit, oui, c'est peut-être un hématome lobaire, on va faire un IRM, vu que c'est un patient qui est âgé. Mais quand on fait l'IRM, on voit déjà au scanner, il y avait déjà des signes un peu qui étaient un peu embêtants. On a cette hypodensité tout autour. On a l'impression qu'il y a un œdème un peu vasogénique. Là, on a l'impression qu'on a un œdème qui est ici. C'est une lésion qui infiltre un peu. Parce que là, au niveau du corps calleux, on a l'impression que ça infiltre le splénium. Et là, ça ne ressemble pas à un hématome. Là, on a encore cet aspect qui est très hétérogène, avec cette prise de contraste qui est très, très irrégulière, avec l'impression de portions un peu plus solides. Voilà, donc en fait, c'était un glioblastome parénéal droit qui a saigné. Donc voilà, il faut toujours, même si on a l'impression que c'est un hématome lobaire, il faut toujours voilà, bien analyser notre image. On a des séquences morphologiques hein, qui nous aident. On voit que quand il y a des atypies, dans la mèche, il faut toujours rechercher ce qui cloche. Quoi. Voilà encore un autre exemple. Hein. Donc là, on a un patient qui vient avec une installation récente des crises convulsives hein, partielles et des épisodes régressifs. Un patient qui a une dame qui a 71 ans. Donc, on voit là qu'il y a une lésion hémorragique, hein, donc pariétale postérieure droit. Donc, quand on regarde là, on voit c'est une lésion hémorragique, hématome lobaire, on nous avait dit plus de 50 ans. Non, il faut rechercher les autres causes. En faisant l'anamnèse chez la patiente, on dit que la patiente a des antécédents de mélanome. Donc voilà, en faisant des diagnostics différents, on voit que c'est plutôt une métastase hémorragique d'un mélanome.
qu'un hématome d'une angiopathie amyloïde. Donc, l'angiopathie amyloïde reste vraiment un diagnostic d'élimination. Même si on a un hématome lobaire, que le patient il a plus de 50 ans, on a des micro-saignements, tant qu'il y a d'autres causes qui peuvent entraîner les anomalies, il ne faut pas évoquer l'angiopathie amyloïde. Donc, il faut vraiment, c'est vraiment un diagnostic d'élimination. Éviter de tomber dans le piège. Là, on a une patiente de 50 ans, céphalée brutale, voilà. Donc, en fait, là, elle a un farcissement hémorragique, d'une thrombose du sinus latéral gauche. Donc, on voit que, voilà, diagnostic d'élimination, bien que c'est un hématome lobaire, mais c'est plutôt un farcissement hémorragique. Pareil, là, on a une femme jeune qui a un hématome lobaire, donc il ne faut pas directement penser dans une pathie amyloïde. Dans notre fréquence, on avait dit femme jeune, pardon, patient jeune, il faut toujours chercher d'avoir des anomalies qui sont plutôt vasculaires. Donc là, c'était une femme jeune avec céphalée brutale, donc c'était plutôt une thrombophlébite, hein. Donc une thrombose du sinus latéral avec un farcissement hémorragique. On voit bien, hein, on voit le défect endoluminal, hein, au niveau du sinus latéral de foie. On voit notre hémorragie, notre hématome avec effet de masse sur les structures médiales. Donc, la même patiente on retrouve à l'IRM, hein, donc on voit notre hématome, l'hémorragie intraventriculaire. Là, on voit notre thrombose. Ici, le défect endoluminal qu'on voit là. Encore un autre patient qui a 76 ans, voilà, qui a beaucoup d'anomalies en hyposignal sur la séquence de susceptibilité magnétique, hein, en échocardiogramme. On voit que là, on a beaucoup d'anomalies en hyposignal. Donc, c'est un patient qui est suivi pour une cavernomatose. Les cavernomes, ils apparaissent en hyposignal sur les séquences en échogradient. Mais il y a là, en T2, cet aspect typique qu'on voit là en ce qu'on appelle l'aspect en popcorn, hein, donc avec des logettes en hypersignal T2 qu'on voit ici. Et puis, si vous vous souvenez, dans les critères de définition des microblides, c'était des petites lésions hémorragiques qui font moins de 5 mm et qu'on voit sur les séquences en écho de gradient ou des séquences de susceptibilité magnétique. Et là, on est déjà sur la séquence T2, on retrouve les mêmes anomalies. Donc, ce n'est pas des microblides. En plus, ils font plus de 5 mm. Donc, en plus, ils sont disséminés au niveau du champ du parenchyme cérébral. Et en T2, on a cet aspect caractéristique avec des logettes en hypersignal T2. Donc, c'est une patiente qui est suivie pour une cavernomatose. Donc, les lésions les plus fréquentes qui donnent des hématomes lobaires. Donc, on a notre angiopathie amyloïde, hein, chez les patients âgés, les malformations vasculaires chez les patients beaucoup plus jeunes, que ce soit des anévrismes, des MAV, ou les fistules durales. Les anévrismes mycotiques, on a vu un exemple avec le cas des endocardites infectieuses. On a les thrombophlébite cérébrales, les transformations hémorragiques d'AVC ischémique, il ne faut surtout pas les oublier parce que les AVC ischémiques peuvent saigner et voilà, simuler les hématomes lobaires, les tumeurs hypervasculaires ou encore les troubles de la coagulation. Et quand on met par rapport à l'âge, les patients qui sont beaucoup plus âgés, on reste quand même avec l'angiopathie amyloïde, qui reste l'une des causes les plus fréquentes des hématomes lobaires, les troubles de coagulation et les transformations hémorragiques d'AVC ischémique. Et après, en tout dernier, les tumeurs. Donc après, les endocardites infectieuses ne courent pas les rues non plus. Et les thrombophlébites cérébrales, ce n'est pas non plus parmi les causes les plus fréquentes de saignement chez les patients qui ont plus de 60 ans. Donc là, on va, pour finir, donc, parler d'une forme particulière d'angiopathie amyloïde, hein, c'est souvent l'angiopathie amyloïde inflammatoire, voilà, qui est cette forme un peu d'une attaque un peu très, très inflammatoire de l'angiopathie amyloïde où on n'a pas d'hématome, d'hémorragie lobaire intracérébrale. Donc, on a des micro-hémorragies, on a aussi de rose superficielle, mais ce qui est assez caractéristique, c'est le rehaussement lobto-méningé avec un œdème lobaire qui est très diffus. Je vais vous montrer les images. Donc, par exemple, chez ce patient, on voit toujours qu'il rentre dans les critères de probabilité de l'angiopathie amyloïde. On voit qu'il y a plein de microblides périphériques. On a notre sidérose corticale superficielle. Et là, on a cet œdème qui est très, très, très important sur la séquence flair.
voilà, en hypersynapse flair, un œdème un peu sous-cortical et qu'on voit qui est asymétrique, prédomine ici à gauche, qui est en hyposignal T1 et qui se rehausse après injection de produits de contraste. Donc, on reste sur une angiopathie amyloïde inflammatoire. Donc, j'ai essayé de faire le plus succinct possible hein, pour que les gens essayent de comprendre et tenir vraiment l'essentiel. Donc, merci de votre attention. Merci beaucoup, docteur Edingo, pour cette belle présentation et ce beau résumé sur les diagnostics différentiels. Ça paraît simple quand on présente un cas avec un diagnostic collé, mais quand on le voit en routine comme ça pour les départager, comme vous avez vu dans le diagnostic différentiel, ça va vraiment d'une extrémité à une autre en termes de gravité, en termes de prise en charge. Donc, il faut beaucoup d'expérience radiologique pour pouvoir les départager avant le résultat en APAT. Mais ces patients viennent avec un tableau clinique que beaucoup de radiologues que nous sommes, nous ne maîtrisons pas. Voilà pourquoi on va donner la parole directement au docteur Charlemagne pour qu'il commente la présentation en y ajoutant sa touche et son expérience comme neurologue. Docteur Charlemagne, vous avez la parole. Docteur Charlemagne, apparemment, il a un point avec son micro. Comme ça, on va passer la parole au gériatre et docteur Charlemagne va intervenir en deuxième position. Docteur Tunda Mokako, voulez-vous prendre la parole? Oui, merci, professeur Mata. Bonsoir à tous les amis. C'est la première fois que j'assiste à votre émission. Donc, je vais parler, moi, plutôt de, de comment dans la pratique courante, comment ça se passe, comment on découvre l'angiopathie. Je pousse la Je vais mettre le caméra. C'est bon? Vous Bon. voulez partager l'écran? Non, non, non. Vous m'aviez dit Votre qu'il n'y avait propre pas caméra. il y avait pas de, je pensais qu'il fallait faire un cas. Bon, je vais euh, le faire comme s'il y avait deux cas en répondant, en présentant. Malheureusement, vous auriez dû me dire de faire même une présentation. Je pensais qu'on répondait, on était interactif. Donc, il y a deux cas. D'abord, les patients qu'on reçoit en consultation ou bien à l'hôpital. Et le deuxième cas, là déjà, on reçoit des patients qui ont déjà cette pathologie. Dans les antécédents, on nous prévient déjà qu'ils ont cette angiopathie. Et lorsque nous découvrons cette pathologie, donc ça se présente vraiment comme un AVC. Et on commence d'abord, soit c'est la famille qui nous appelle, soit c'est pendant à l'hôpital aussi, on voit un déficit qui se met en place. La personne est en train de bégayer, ou bien on voit une paralysie faciale, ou bien on voit brusquement le patient est tombé, il y a un déficit, un hémicorps qui est touché, paralysie. Et ce qu'on fait, on commence d'abord, on dit toujours aux gens de faire une alerte de thrombolyse. Donc, on appelle le SAMU. Le SAMU va venir vite. Les régulateurs passent les neurologues et on va conduire la personne directement dans un service de neurologie. Et dans le service de neurologie, ils vont faire le scanner. Et là, ils vont trouver d'abord soit un AVC ischémique, ou d'emblée un AVC hémorragique.
Et nous, les gériatres, comment nous les intervenons? Ici, il n'y a pas de, s'il n'y a pas de déficit, s'il n'y a pas de déficit moteur, nous allons tenir compte de l'évaluation gériatrique standardisée. Nous allons évaluer notre patient. Mais si dans le cas où la personne... Attendez. Oui, allô, docteur Tunda, vous avez fermé votre micro, peut-être par inadvertance. Allô, docteur Tunda? Allô? Oui. Oui. Bon, la caméra ne marche pas. D'abord, le premier cas de figure, c'est que je disais, c'est un cas d'AVC qu'on reçoit. Et lorsque la personne est internée chez nous, nous allons... Oui, tu fermes la porte derrière toi. Oui, fais sortir vite, oui. OK. Nous prenons la patiente en hospitalisation et s'il n'y a pas de déficit, nous allons prendre la médecine, nous faisons la médecine normalement, l'évaluation gériatrique. Quoi consiste l'évaluation gériatrique? Nous allons d'abord voir si la personne a perdu son autonomie de base. Et si il n'y a aucun déficit, comment nous pouvons diagnostiquer encore cette pathologie? Si encore une deuxième fois, la personne fait un AVC, cette fois-ci, c'est hémorragique, nous allons le voir par la réalisation d'un IRM. Actuellement, nous n'utilisons plus l'IRM, mais nous commençons à utiliser l'imagerie nucléaire. Nous utilisons des protons pour soit ça va donner les diagnostics réels de l'angiopathie. Et qu'est-ce qu'on va voir? Les biomarqueurs vont aller se fixer nettement là où se trouvent tous les protéines bêta. Comment on les appelle? Excusez-moi, je n'avais pas préparé comme ça. Bon, je m'excuse, hein, je vais intervenir après. En fait, docteur Tunda, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas obligé de présenter les cas. Vous pouvez juste commenter, un commentaire libre. Comment vous voyez ces malades-là, comment vous les gérez, quelles sont les situations cliniques que vous gérez, quelque chose de simple. Et puis, dans des questions, maintenant, vous pouvez beaucoup plus élaborer. OK. Bon, je vais commenter plutôt la présentation de mon collègue. Oui. Oui. Dans la partie où il a parlé de la partie inflammatoire, en fait, nous, quand il y a une angiopathie inflammatoire, nous traitons plutôt avec des immunosuppresseurs et des corticoïdes. Comme là, il a montré qu'il y a un hématome profond et nous, les amyloïdes, ça ne se présente pas vraiment sous forme d'hématome profond. Les hématomes profonds, effectivement, ça existe surtout quand nous voyons sous forme dans l'IRM et ça nous montre plutôt que c'est plutôt de pathologie cancéreuse. Et les dépôts d'amyloïdes, ça s'est fait par points comme dans la maladie d'Alzheimer.
au niveau de lobe temporal, au niveau de lobe, dans tous les lobes, lobe temporal, que ce soit pariétal, dans la surface du cerveau, nous voyons des petits points, que ce soit des microblèdes, on les voit éparpillés partout et non concentrés dans un même point. C'est là qu'on va poser le diagnostic de l'angiopathie amyloïde. Et le troisième point qu'il avait soulevé par rapport au niveau des sillons. Et au niveau des sillons, toujours les microblèdes, c'est ça. On a critiqué d'abord les microblèdes, des petits saignements partout dans les cerveaux, que ça ne constituait pas vraiment la pathologie d'angiopathie amyloïde. Et actuellement, on commence à confirmer que ce soit la protéine Tau dans la maladie d'Alzheimer et que ce soit les polypeptides, l'amyloïde, lorsqu'ils sont dans la coupe sagittale, lorsqu'on les trouve toujours dans la partie corticale, et que ce soit dans la partie sous-corticale, c'est ça qu'on appelle ça la pathologie, les syndromes sous-corticales. Et c'est là qui donne la certitude que nous sommes devant une pathologie et nous sommes devant l'angiopathie amyloïde. Et il y a un troisième point qu'il avait soulevé par rapport à l'hématome hypertensif profond, qui est effectivement, c'est l'hypertension qui est à la base de cela. Mais par contre, l'amyloïde, l'hypertension qui intervient au niveau de petites artères qui sont toujours tout autour du cortical et du sous-cortical. Ce sont ces petites artères-là qui, lorsque les amyloïdes entrent dans la paroi, ou soit ils forment, et la lumière s'est réduite et toute cette partie-là sera infarcisée et c'est ça qui peut se transformer en saignement. En bref, la maladie, l'angiopathie amyloïde, ça se manifeste plus par des saignements. Le premier saignement, on le confond toujours avec un AVC classique puisque c'est un AVC. Le deuxième saignement, quand ça survient, souvent le troisième, quatrième semaine, s'il y a un AVC, c'est un AVC classique qui survient et puis ça se transforme en hémorragie. Mais dans la pathologie, dans l'angiopathie amyloïde, c'est toujours un saignement qui surgit, qu'on a, ça récidive à tout moment, on a des hématomes, mais les hématomes qu'on a, ce sont de petits hématomes qui sont éparpillés dans tout le cortex, dans tous les cerveaux et non en profondeur. Voilà les éléments que je voulais ajouter pour mon collègue. Merci beaucoup, docteur Tunda. On va continuer la tour des tables. Et puis, à la fin, on aura la session questions-réponses après que le prof Leboise aura parlé. Et puis, pendant ce temps-là, peut-être qu'il y aura des questions pour vous aussi. Docteur Charles Lehmann s'est reconnecté. Je ne sais pas s'il peut essayer de parler maintenant. Apparemment, votre micro n'est pas toujours ouvert. Vous êtes connecté au téléphone. Connectez-vous au téléphone, comme ça, vous pouvez parler au téléphone. Non, on ne vous attend pas. Est-ce que, docteur Edingo, il y a moyen d'envoyer les liens de la conférence au docteur Charlemagne? Comme ça, il se connecte avec le micro du téléphone. D'accord, bah, je lui envoie ça directement. Comme OK. ça, ce sera peut-être plus simple Oui, de lui oui. transmettre. Pendant ce temps, on donne la parole au professeur Leboise pour l'anapathe. Professeur, vous avez la parole.
Allô, Dadi? Et on vous attend 5 sur 5. Ah, c'est très bien. Alors, bonsoir, les amis. Bravo, hein, Bonsoir. docteur Johnny. Oui, Johnny et Bonsoir. Dingo, bravo. Tu es resté les mêmes. C'est très, très bien. Donc, très instructif en tes suivant. Bon, voilà, je vais faire des choses simples. Vous savez, quand il y a un sujet comme ça, il y a toujours, ça, je me rappelle de notre maître, les profs les pires, toujours une dimension pédagogique chaque fois que tu as l'occasion de parler aux autres. Donc, faisons attention, commençons peut-être par des définitions opérationnelles. Est-ce que tout le monde comprend la même chose? Angiopathie amyloïde cérébrale. Il faudra peut-être commencer par là, hein, angiopathie. Et donc, c'est en fait une maladie, pathos, maladie des artères. Mais on est là au niveau, disons, des vaisseaux. Mais on est là essentiellement au niveau de vaisseaux sanguins, pas lymphatiques. On serait peut-être plus précis de dire hémangiopathie amyloïde. Pourquoi amyloïde? Parce qu'il y a dépôt de substances amyloïdes, particulièrement au niveau de l'espace subintimal de la paroi de ces vaisseaux, des petits vaisseaux, des vaisseaux des calibre moyen et cérébral parce qu'on est, ça peut se voir ailleurs, au niveau peut-être de rein, hein, de glomérules particulièrement, tout glomérulaire, mais là, localisation cérébrale nous intéresse aujourd'hui. Donc, d'où vient la substance amyloïde? Deuxième définition opérationnelle. Une substance amyloïde, c'est en fait une substance de nature glucidoprotidique. L'origine a été longtemps, voilà, on incriminait beaucoup la décomposition de parois de vaisseaux, particulièrement la média, mais des artères hein, particulièrement, mais on s'est rendu compte que non, ce n'est pas vrai. Et il y a l'origine immunologique, amyloïde. On a longtemps aussi cru que ça serait en fait un conflit, un reliquat de conflits anticorps antigènes, mais on se rend compte aujourd'hui que tiens, il y a plusieurs maladies, il y a plusieurs amyloïdoses, parce qu'il y en a des prédispositions génétiques. Donc, l'amyloïdose est soit primaire, soit secondaire. Je ne vais pas faire les cours ici, mais sachant que c'est une substance qui, chez certaines personnes, dans les versants secondaires, se dépose particulièrement lorsqu'il y a des inflammations chroniques, lorsqu'il y a des pathologies chroniques. C'est comme ça qu'on incrimine en fait la maladie d'Alzheimer qui est en fait une taupathie, hein, des protéines tau et puis tout ce qu'il y a. Donc, la substance amyloïde, j'y résume, c'est une substance de nature glucidoprotéique qui est différente des autres substances glucidoprotéiques, mais qui se dépose particulièrement dans l'espace subintimal de parois des artères. Et là, particulièrement au niveau du cerveau, ça va poser problème parce que la nécrose fibrinoïde qui va s'en suivre va transformer tout ce qu'il y a comme propriété hémodynamique ou propriété de la paroi. Donc, la paroi vasculaire, la paroi de l'artère ou l'artériole va se trouver transformée sur le plan déjà morphologique parce qu'il y a une substance qui se dépose. Cette substance va entraîner, en dehors de l'inflammation, mais beaucoup de remaniements, lesquels remaniements vont vont faire perdre l'élasticité de cette paroi et bien sûr la rigidité venant et bien sûr que ça va être un point de faiblesse lorsque la pression artérielle augmentant et partout où il y a ces dépôts, ça va être des points de déhiscence et ça va finir par céder, d'où des microblates, donc en fait des micro-segments et qui vont finir par peut-être se collecter, donner des gros hématomes. Voilà un peu en gros. Mais la substance amyloïde, c'est vrai qu'on a essayé de voir un peu l'origine, mais pour les primaires, c'est-à-dire les gens qui ont des prédispositions, on sait aujourd'hui en fait le mettre en évidence. Aussi on est au niveau cérébral, mais même en périphérie. Hein. On sait mettre en évidence, Johnny a dit tantôt, hein, docteur Edingo pour le plus jeune, que le diagnostic définitif, c'est l'anapathe. Oui, mais l'imagerie a une bonne part. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est un forum d'imagerie. Donc, l'imagerie oriente déjà l'anapathe. Souvent, l'anapathe, c'est des diagnostics post-mortem. Hein, c'est des pièces d'autopsie. Quand on réalise l'autopsie, on se rend compte qu'il y a eu des dépôts. Et quand on voit au microscope la substance amyloïde, c'est qui son médecin sont passés par fac, on insiste. Et donc, une nécro, disons, une substance rouge rosée. Et puis, vous savez, quand on regarde avec la lumière polarisée, on va avoir cet aspect caractéristique. Mais
le diagnostic de certitude, il faut faire des colos spéciales, hein, les rouges Congo, les rouges Sirius, thioflavine T. Et aujourd'hui, on a des arguments plus précis parce qu'on a des anticorps anti-bêta-amyloïdes. La protéine bêta-amyloïde, il y a l'anticorps spécifique. Vous savez, la grande majorité, dans plus de 2 tiers des cas, c'est des dépôts de substances bêta. On a l'anticorps et même nous, ici au CIK, on a cet anticorps et ça permet d'avoir avec précision que, tiens, il y a des dépôts de substances amyloïdes et ça, on peut le faire. Donc, sur le pièce biopsique, vous savez, c'est un peu aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à l'ère de nano-médecine, hein, l'endoscopie à tous les niveaux, hein, même au niveau cérébral. Les profs Nsambi ou Jeff, tout à l'âge, s'ils suivent, ils sont capables d'aller nous chercher des petits bouts de façon un peu plus précise, mais souvent, c'est des pièces d'autopsie. Alors, classification, il y a plusieurs classifications, mais classification de Boston, un peu plus imagerie, mais les volets en apathe, je préfère ne pas y aller comme ça. En résumé, l'angiopathie amyloïde cérébrale, c'est une entité qui est de plus en plus fréquente vu la précision diagnostique, combinaison imagerie médicale et les autres sciences et surtout l'évolution de tout ce qui entoure de la biopathologie, en fait, hein, donc toutes les techniques qui permettent d'affiner les diagnostics. Aujourd'hui, on a l'immunohistochimie, l'hybridation in situ et même un peu la PCR en anapathe. Donc, ça nous permet d'avoir des diagnostics plus précis et bien sûr que la classification va aider pour qu'on ait des traitements adaptés à chaque personne. Voilà un peu un petit commentaire à faire à ce stade ici. Je préfère m'arrêter là et rester à votre disposition s'il y a des éventuelles questions ou des éclaircissements. Over to you. Merci beaucoup, professeur Leboise. On va continuer avec Dr. Charlemagne et puis on prendra les questions à la fin des interventions des panélistes. Dr. Charlemagne, je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne. Allô, Dr. Charlemagne? Pendant ce temps, s'il y a des questions, on peut déjà les poser. OK, Dr. Boseko, vous avez... Oh, Dr. Charlemagne? Merci, professeur, pour la parole. J'ai deux préoccupations, une à adresser à Dr. Edingo et l'autre à l'intervention du professeur Leboise. Pour Dr. Edingo, tout à l'heure, quand il parlait de critères diagnostiques de l'angiopathie amyloïde, il a tantôt évoqué les critères de Boston, mais quand on regarde de plus près, je me rends compte que, quoique dans les critères, dans la hiérarchisation, on dit qu'à un moment donné, on pouvait parler d'angiopathie probable sur base des critères cliniques et d'imagerie, et puis possible également clinique, imagerie, et puis des certitudes avec un impact. Mais les éléments repris sont plus ceux en rapport avec l'IRM. Alors, je me demande maintenant la question, chez un patient chez qui on n'a pas assez d'éléments, de critères de Boston, de l'IRM, puisqu'on n'a que le scanner, par exemple, on a un hématome lobaire, on a une atrophie, une léco-arraillose, peut-on lorsqu'on n'a pas des antécédents criants, par exemple, pour une autre cause d'hématome lobaire, penser à une angiopathie amyloïde? Serait-ce péché par excès quand on n'a pas d'IRM, bien sûr?
Moi, je pense que non, parce que quand on n'a pas d'IRM, oui, c'est vrai que c'est un peu limite pour voir le micro-saignement ou la sidérose corticale superficielle. Mais on reste quand même dans les critères aussi de fréquence. Et puis, on dit qu'angiopathie amyloïde reste quand même un diagnostic d'élimination. Donc, c'est un patient qui est quand même très âgé, qui a des hématomes lobaires qui sont quand même multiples. Parce que si on remarque bien, c'est écrit données cliniques IRM ou scanner. Donc, si le patient il a des hématomes qui sont multiples, lobaires, de localisation lobaire, et c'est un sujet âgé, il n'y a pas d'autre hypothèse diagnostique probable, et que ça reste comme une angiopathie amyloïde probable. Parce que ce qu'a dit le professeur Duboise, c'est que oui, c'est vrai, donc le- on ne va pas aller biopsier tous les patients pour rechercher une angiopathie amyloïde. Hein. Sur le plan pratique, c'est quasiment impossible à faire. Les critères d'imagerie nous permettent juste voilà, de pouvoir caser les patients, de pouvoir les éliminer, de savoir orienter le diagnostic. On a un patient qui est âgé, il a un hématome lobaire, bon, il n'a pas d'antécédent connu, il n'est pas HTA, il n'est pas ceci, il n'est pas ceci, donc ça reste quand même une angiopathie amyloïde possible s'il n'a que l'hématome lobaire. Et on n'a pas les autres critères parce qu'on n'a pas d'IRM. Donc ça reste toujours possible. Oui, avec le scanner, on peut évoquer la possibilité ou la probabilité d'une angiopathie amyloïde. Bien sûr, bien qu'on n'apprendra pas les autres signes. Je ne sais pas si j'ai Euh, répondu à ta question ou si tu as besoin d'autres précisions. non, ça va, merci beaucoup, docteur. Je ne sais Dans pas ces si je cas, peux poser excusez-moi, ah, tu continues, hein. Allez-y alors. Moi, j'allais ajouter à ce que Dr Edingo a dit, cher ami. C'est vrai ce qu'il a dit, mais dans ce cas, quand on est dans les possibles et probables, il faut toujours recourir à des éléments autres, notamment la biologie. Donc, vous savez, le dosage d'un certain nombre de biomarqueurs permettront de dire que, mais tiens, on est en face d'une angiopathie amyloïde. Merci. Il y a aussi déjà la possibilité en tant que radiologue de savoir que ce diagnostic existe, qu'on peut l'évoquer et que ça peut permettre d'orienter le clinicien, comme a dit le professeur Liboise, pour aller rechercher tous les biomarqueurs. Comme ça, le clinicien, il sait que voilà, le radiologue, il a fait son compte rendu, il dit il n'avait pas d'IRM. Sur les bases du scanner, il dit que voilà, le patient a ça, le patient a ça, je n'ai pas les antécédents connus. Mais si en dehors de toute autre cause, la possibilité d'une angiopathie amyloïde est là. Donc comme ça, le clinicien, lui, derrière, il sait comment s'orienter pour la prise en charge et aller jusqu'au diagnostic. Mais le radiologue doit pouvoir l'évoquer quand il le peut, en fait. Merci beaucoup, docteur Dingo et professeur Leboisé. Je ne sais pas si je peux poser ma deuxième question. Oui. Merci. Je voudrais savoir, ma question s'adresse au professeur Leboisé. De par le petit briefing sur l'éthiopathogénie de la maladie, je me demande si l'angiopathie amyloïde euh, ne serait-il pas mieux classée parmi les causes systémiques d'hématome lobaire, puisque dans la présentation, on l'a vu qu'on l'a quand même un peu isolé. Est-ce qu'on peut les classer aussi euh, dans les causes, parmi les causes systémiques, vu son éthiopathogénie? Merci. De cause système. Vous permettez? Et qui c'est? Johnny, tu prends ou c'est moi? Allô? Apparemment, la Docteur question vous a été Edingo. adressée. D'accord. Écoute, Donc, cher ami, excusez-moi, j'ai pas eu pris votre nom. Oui, cause systémique, l'amyloïdose, c'est-à-dire l'accumulation de substances amyloïdes Allô? qui donne la maladie qu'on appelle Allô? amyloïdose ou amylose, Allô, c'est Docteur Dr est une Charlemagne? Boudrion. maladie Oui, classée parmi les maladies Ok, un instant, métaboliques vous docteur m'entendez? Charlemagne. Oui, un Oui, vous instant, on vous m'entendez? attend. Oui, un instant. D'accord. OK. Non, mais Comme je vois que... Dadi, Oui, non, je pense que si on a la chance d'avoir le docteur Charlemagne, laisse-les parler. Je vais ok, répondre après. ok. Docteur Charlemagne, vous avez la parole. Oui, merci. Et je m'excuse pour vous avoir fait perdre du temps, hein, parce que c'est la première fois que vous m'invitez à une réunion et avec les soucis techniques, vraiment désolé.
De rien. Ah, et je remercie le docteur Indigo pour la qualité de sa présentation qui était très claire. Allô? Oui, alors vous pouvez faire un Charles, on commentaire t'entend. libre. Vous commentez la présentation et vous y ajoutez votre expérience personnelle comme neurologue. D'accord. Donc, je vais revenir un peu sur les circonstances de découverte de l'angiopathie amyloïde, puisque en dehors de l'admission du patient qui vient aux urgences dans un contexte de déficit brutal, il y a ceux qu'on reçoit en consultation pour soit des plaintes mnésiques, un déficit cognitif évolutif, ou encore des troubles sensitifs focaux. Et en fin de compte, on peut avoir un patient qui présente un tableau d'encéphalopathie subaiguë. Donc, quand nous, on reçoit des patients avec ces différentes présentations, la première des choses à faire, c'est l'examen clinique, ensuite une imagerie. Et si on tombe sur les données radiologiques que le docteur Indigo a décrites, telles que la microglies, la sidérose corticale superficielle, ou soit un antécédent d'hématome lobaire, là, après avoir bien sûr éliminé les diagnostics différentiels, on peut poser le diagnostic d'une angiopathie amyloïde probable. Et la différence, c'est que dans ce cas-là, puisqu'on n'a pas d'antécédent familial d'angiopathie, là on peut dire que c'est une angiopathie amyloïde sporadique, puisqu'il y a des cas où on a des patients chez qui, dans les antécédents familiaux, il y a déjà une connaissance d'angiopathie amyloïde. Et là, ce sont des angiopathies amyloïdes qui sont associées à une amylose. Donc ça traduit un caractère un peu héréditaire. Donc, en plus d'avoir éliminé les diagnostics différentiels, le traitement de l'angiopathie amyloïde, sur le plan clinique, ça requiert, il n'y a pas de traitement particulier que de prendre en charge les axos, si c'est une présentation par un hématome cérébral. Quand je dis axos, c'est les facteurs d'aggravation de l'hémorragie, tels que l'hypertension artérielle, la glycémie qu'il faut normaliser et tous les autres facteurs intercurrents. Maintenant, quand la présentation clinique est celle d'un déficit neurologique focal, il peut arriver qu'on mette cela à confusion, parce que ça peut être aussi une crise d'épilepsie partielle. Un patient qui vient, qui présente de façon stéréotypée les déficits sensitifs brachio-facial d'un hémicorps, on peut être amené à poser le diagnostic d'une crise d'épilepsie focale ou d'une migraine avec aura, ou uniquement d'une aura migraineuse. Donc le tableau, quand il n'est pas brutal du point de vue moteur avec un hématome, ça peut prêter à confusion entre une crise d'épilepsie partielle ou une aura migraineuse. Maintenant, on revient toujours sur les critères cliniques tels que l'âge du patient. Donc un patient qui a plus de 50 ans, qui fait une première crise d'épilepsie partielle ou d'aura sans céphalée, on est en mesure d'élargir les explorations pour pouvoir trouver d'autres arguments pour évoquer une angiopathie amyloïde. Et par rapport à nos conditions de travail dans nos pays, dans les pays où l'accessibilité à l'imagerie, surtout à l'IRM, n'est pas donnée à tous les patients, il y a certains critères, il y a les critères d'Édimbourg. Ça, ce sont des critères qui sont basés uniquement sur l'imagerie. Nous, on n'a pas l'habitude de l'utiliser parce que il y a tellement de faux positifs que je ne recommande pas d'utiliser ces critères-là. Mais il faut en parler. On peut retrouver dans certains papiers qu'il y a des critères d'Édimbourg qui sont assez récents, qui définissent le caractère lobaire de l'hématome, l'aspect en doigt de Gant. Et si on a des critères biologiques
de la présence de lipoprotéine E. Il y a des critères, en fait, des arguments qui vont dans ce sens-là, si on n'a pas d'IRM. Et ça peut être utilisé dans nos pays sous-développés où on n'a pas facilement accès à l'imagerie. Donc, je crois qu'avec les différentes tours de table et les questions, si je dois apporter d'autres informations du point de vue de la pratique clinique quotidienne, je pourrais intervenir après. Merci beaucoup, Dr. Charlemagne. Et on vous garde encore là. Il y a des questions qui vont fuser certainement de l'audience. Là, je vois une main levée de Dr. Bomane. Docteur, vous avez la parole pour votre question. Docteur Bomane. Allô? Oui, on vous écoute, docteur. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, professeur, pour m'avoir accordé la parole. Je tiens d'abord à remercier tous les intervenants et je voudrais ici saisir l'opportunité surtout pour féliciter docteur Edingo pour sa présentation aussi. Mais j'ai une petite préoccupation et bon, je suis resté un peu dans la confusion, pas tellement la confusion totale, là où il a parlé surtout de la topographie périphérique. Or, en suivant les professeurs Leboise et dans son éthiopathogénique, tel qu'il a expliqué, et l'amyloïdose fait partie de l'étiologie même des saignements au cas de l'hypertension. Parce qu'il y a fragilité de la paroi et quand il y a élévation de la pression artérielle, les vaisseaux vont céder. Et effectivement, c'est ça parce que moi j'ai déjà lu une fois, on parle des deux principales étiologies des saignements au cas de l'hypertension. Il y a micro-rupture d'anévrisme de Charcot-Bouchard ainsi qu'amyloïdose. Maintenant, dans ces cas de figure, est-ce que la topographie profonde est exclue ou on peut aussi avoir la topographie profonde en cas de l'amyloïdose, mais l'hypertension est comme un facteur favorisant. Donc, c'est ça un peu l'unique question que je voulais poser. Et puis, sa réponse va m'aider surtout pour essayer un peu d'enlever cette confusion-là. Merci. C'est bon, j'ai la parole ou... Oui, oui, vous avez la parole et puis docteur Leboise, prof Leboise peut aussi compléter si besoin. En tout cas, dans la maladie amyloïde cérébrale, hein, c'est une maladie voilà, qui il n'y a pas que l'angiopathie amyloïde, il y a plusieurs présentations. Donc, la forme inflammatoire dont j'ai parlé, il y a l'amyloïdome aussi, qui est une forme pseudo-tumorale. Donc, on a plusieurs formes. Et dans la forme d'angiopathie, donc cette angiopathie amyloïde, c'est comme disait dans la physiopathologie, c'est une accumulation justement de cette protéine au niveau des parois, des petites artères, hein, des artérioles, mais au niveau périphérique. C'est qui fait la différence justement avec l'artériolosclérose, qui est vraiment cette accumulation d'athérome au niveau des petits vaisseaux dans l'HTA qu'on voit, mais au niveau profond. Dans l'angiopathie amyloïde, cette particularité, c'est au niveau périphérique. Quand on a un hématome profond, dans les critères actuels, on n'évoque pas l'angiopathie amyloïde. L'angiopathie amyloïde, ça reste l'hématome lobaire, donc cette cause hématome lobaire, et puis l'hypertension, ça reste vraiment cette cause hématome profond. Après, si dans la physiopathologie de l'HTA, physiopathologie un peu plus poussée de l'HTA, il y a justement cette interaction, ça reste une possibilité, mais dans l'angiopathie amyloïde, dans sa forme telle que décrite, c'est vraiment cette atteinte des petits vaisseaux au niveau périphérique. Donc, on reste vraiment au niveau lobaire et pas au niveau profond.
Donc, je ne sais pas si je reconnais ta question, mais pas d'hématome dans les critères, il n'y a pas d'hématome lobaire profond pour les angiopathies amyloïdes. Bon, j'ai compris. Je peux dire que dans l'amyloïde, dans l'angiopathie amyloïde, c'est une entité à part. Et puis, l'angiopathie hypertensive, même ce qui survient sur intérêt d'angiopathie amyloïde, c'est aussi une entité à part. C'est ça un peu ce que je veux savoir. Ouais, ouais. Ouais, parce que de toutes les façons, que ce soit dans l'amyloïdose, je ne sais pas, parce que je parle bien sûr sous la réserve du professeur Lebois qui est là, mais il existe quand même plusieurs types histologiques. Voilà, que ce soit une atteinte systémique qu'on retrouve dans les atteintes secondaires, on a des atteintes héréditaires, comme a dit Charlemagne tout à l'heure. Voilà, on a des atteintes qui sont liées au diabète. Donc, on a plusieurs, voilà, on a plusieurs formes d'atteintes que ça, histologiques. Mais nous, dans le cadre de cette atteinte, de cette inflammation des petits vaisseaux, donc on a au niveau cérébral, donc ça reste vraiment une atteinte qui est périphérique. C'est des petits vaisseaux, mais périphériques. On voit dans l'HTA, c'est plutôt des petits vaisseaux, mais qui sont de localisation profonde. Merci. Très bien. Bravo, hein, Johnny, je pense que c'est clair, hein, tu as bien résumé. Mais pour notre collègue, les confrères qui viennent de partir, excusez-moi, je n'ai pas pris votre nom. Sachez que, tu sais, en biologie, c'est pour des raisons pédagogiques qu'on essaye de dissocier les phénomènes physiopathologiques. Mais en réalité, il y a tellement j'allais dire, une symbiose, une intrication des phénomènes que oui, effectivement, quand on dit, oui, disons, hémorragie cérébrale sur hypertension artérielle, mais le soubassement peut être un problème, voilà, un dépôt de substances amyloïdes. C'est parce qu'on n'a pas, souvent, on n'a pas accès au matériel. Tu vois, quelqu'un qui fait disons, un hématome, disons, un AVC avec hémorragique, avec, voilà, dépôt hématome, par exemple, parenchymateux, même subdural. Quand on va pas analyser le matériel pour savoir pourquoi l'hémorragie est arrivée à ce point-là. Vous voyez? Mais derrière, sachez qu'il peut y avoir d'autres problèmes. C'est vrai que ça peut être sur dépôt sein diabétique, ça peut être une autre pathologie, tout ça. Mais sachez que, de façon générale, on constate comme ça dans les écrits. Tu sais, aujourd'hui, on est à l'ère de médecine basée sur les évidences, que pour l'angiopathie amyloïde, c'est plutôt périphérique, comme a dit docteur Edingo, et hypertensive un peu centrale. Par rapport à la question du confrère d'avant, je termine par là, rassurez-vous. L'amyloïdose est une maladie systémique, maladie métabolique systémique. Maladie métabolique parce que c'est causé par un trouble de métabolisme. Vous voyez, la substance amyloïde se dépose suite à un défaut dans le métabolisme de cette substance. Systémique parce que ça intéresse plusieurs vaisseaux, plusieurs viscères, j'allais dire, en même temps. On est aujourd'hui au niveau, on parle de l'angiopathie amyloïde cérébrale, mais sachez que le même dépôt se déroule ailleurs, particulièrement au niveau des pelotons capillaires. Donc là, ça sera peut-être l'objet d'un autre débat, mais sachez que l'amyloïdose, c'est vraiment une maladie systémique par excellence. Et c'est une maladie sous-diagnostiquée, sous-estimée. Je ne sais pas si les profs Soumaïl ou JR, le prof ne sait qu'à me suivre, mais c'est vraiment un gros débat avec, pas un gros débat, mais c'est un sujet vraiment anatomoclinique, souvent en discussion avec les néphros, et parce que l'amyloïdose, c'est une maladie très fréquente, mais sous-estimée. C'est sous-diagnostiqué parce qu'on attribue les causes de tel problème à d'autres maladies, alors que le soubassement en soi, c'est le dépôt de substances amyloïdes. Voilà ce que je peux apporter comme élément de discussion à ce stade. À vous. Merci beaucoup. On va donner la parole au docteur Katumba. Oui, je pense que le micro est ouvert, donc vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. OK. En tout cas, bonsoir et merci beaucoup pour les interventions. J'ai beaucoup aimé la communication du docteur Edingo, mais j'ai, disons, deux petits soucis. Un qui est plus tourné vers les radiologues, un autre tourné vers les cliniciens. Et en parlant de radiologue, je vois le docteur Tunda. J'ai cru comprendre, peut-être que je me suis trompé, qu'il ne donnait aucune préférence pour la résonance magnétique pour faire le diagnostic de l'angiopathie amyloïde cérébrale.
Est-ce que je peux savoir pourquoi? Ça, c'est la question qui lui est adressée. Et la deuxième question, c'est en fait au clinicien. Vraiment par curiosité, j'aimerais savoir quelle est la prévalence de l'amyloïde cérébrale dans la population congolaise. Parce que bon, c'est très bien de parler de toutes ces pathologies, mais si on essaie de les contextualiser, chez nous, qu'est-ce que ça représente au juste? Merci. OK, on commence avec Dr Tunda et puis... Et puis après, je vais compléter. Oui. Dr Tunda? Oui, allô, bonsoir. C'est pas Bonsoir. que je n'ai pas fait attention à la résonance magnétique, à l'IRM. En fait, on commence d'abord par le scanner et après le scanner, on passe à l'IRM. À part l'IRM, il y a les TEP scans aussi qu'on peut aller voir. Ça, on utilise les biomarqueurs comme je l'avais dit. Et le vrai diagnostic, comme le professeur Leboise l'avait dit pour l'angiopathie amyloïde, c'est en post-mortem. C'est là qu'on va vraiment voir les protéines sur la paroi de lobe frontal ou pariétal, de la même façon qu'on voit aussi pour la maladie d'Alzheimer. Mais l'IRM, ça reste aussi un élément, une imagerie pour détecter l'angiopathie. Parce que là, on va voir plus les petits vaisseaux qui seront plus en exerce avec des signaux. Je ne connais pas trop la radio, mais on nous présente seulement des images et puis on peut voir facilement que l'IRM aussi peut bien présenter l'angiopathie. Voilà. Merci. Diagnostic de certitude, ça reste après la mort. C'est là qu'on va voir vraiment qu'il y a des dépôts sur les lobes pariétal, temporal ou frontal. Merci beaucoup. Oui, Est-ce qu'il y a un autre merci. intervenant qui peut compléter? Il y avait une deuxième question. Oui. En fait, par rapport au diagnostic de l'angiopathie amyloïde, moi je pense que l'IRM a une place fondamentale. Actuellement, l'IRM a une place fondamentale et surtout les séquences, comme le docteur Ndingo l'a rappelé, la séquence de susceptibilité magnétique ou une séquence T2 écho de gradient sont des séquences très importantes pour pouvoir mettre en évidence les microglides et l'acidose corticale. Par rapport à la tomographie par émission de positons, en fait, ça c'est des examens qui sont destinés à de la recherche. Sinon, actuellement, pour faire un diagnostic d'angiopathie amyloïde, les critères de Boston, qui sont les critères qui sont bien recommandés, ne font pas état d'autres examens paracliniques en dehors de l'imagerie par résonance magnétique. Et si je reviens sur la dernière question par rapport à la prévalence de l'angiopathie amyloïde sous nos cieux, j'ai pas trouvé pour la petite recherche que j'ai faite d'études pouvant évaluer la prévalence de l'angiopathie amyloïde, surtout en Afrique subsaharienne ou en Afrique de façon globale. Il y a quelques petites séries, et ça c'est dans le Maghreb, où c'est des cas descriptifs, c'est des cas cliniques. Donc on ne peut pas, je ne sais pas si dans l'assistance, il y a des gens qui ont des données différentes de ce que j'ai. On ne peut pas affirmer avec certitude la prévalence de l'angiopathie amyloïde en Afrique au sud du Sahara. Et ceci peut s'expliquer par déjà l'accessibilité à l'imagerie cérébrale par rapport à l'IRM, parce que le diagnostic se fait surtout à l'IRM. C'est vrai qu'il y a des données cliniques qu'il faut associer, mais en grande partie, on a besoin de l'IRM pour ce diagnostic-là. Et surtout que dans nos zones, à peine on a une IRM pour toute une ville et que les patients déboursent de l'argent pour pouvoir faire l'examen, cela est à la base d'une absence de
de réalisation de ces examens-là. Donc, pour finir, je ne pense pas qu'on ait une prévalence avec une certitude de l'angiopathie amyloïde en Afrique au sud du Sahara. Merci beaucoup, professeur Leboise. Peut-être je pourrais faire un petit commentaire. J'ai aimé la discussion en termes d'imagerie, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après. Et je pense que c'est on peut aussi contextualiser ça par rapport au plateau technique. Je sais qu'à Kinshasa, par exemple, on n'a pas accès direct à l'IRM, donc tout le monde commencerait par le scanner. Je me souviens d'une de mes vacances à Kinshasa, je passais par un hôpital et quelqu'un m'a demandé d'aider à un scanner. C'était un patient aux alentours de 90 ans qui avait une grosse hémorragie lobaire. Et quand j'ai commencé à faire des diagnostics différentiels, j'ai dit qu'il y avait une notion de traumatisme, léger traumatisme, pas de fractures. Dans le diagnostic différentiel, j'ai inclus l'angiopathie amyloïde cérébrale. Les gens étaient étonnés. Et où tu vois tout ça? C'est seulement parce que l'expérience de vie, elle est courte, on n'en voit pas beaucoup. Et je me souviens de mon passage au Japon où la population est très âgée. Les gens âgés de 90 ans sont aux alentours de 5 voire plus % de la population. Ça, c'était une pathologie commune. On le voyait vraiment. Et quand on parle des PET, SPECT, c'est vrai, le PET reste un domaine de recherche dans certains pays, mais au Japon, on le fait. On le fait presque de manière routinière. Mais, comme il faut être honnête, ça ne remplace pas encore l'IRM parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les différentes pathologies. Ça, j'ai trouvé cet exemple à l'Internet pour certains de nos jeunes qui n'ont pas encore vu les images PECT. C'est ça, en fait. Et contrairement à la radiographie et l'IRM, ici, on injecte un radioisotope, donc un produit qui a la capacité d'émettre des rayons gamma qui seront reçus au niveau des détecteurs. Et pour cela, par rapport, contrairement au scanner ou l'IRM, où on fait de la même façon toutes les personnes, et puis on analyse des images, ici, le marqueur qu'on utilise, c'est par rapport à une pathologie donnée. Par exemple, pour l'angiopathie amyloïde ou pour l'Alzheimer, on utilise des amyloïdes bêta-protéines, on injecte. Ça, on nous donne 2 images. Ça, c'est pour une patiente normale et ça, c'est une patiente qui est déjà malade. Et comme on peut le voir, ça, c'est le cerveau normal. On voit les taux de fixation. L'échelle va des couleurs sombres aux couleurs très claires, dont le rouge est le temps. Donc, pour ce malade qui a, je crois, c'est Alzheimer ou bien l'angiopathie amyloïde, on voit une hyperfixation de ces produits au niveau de l'ordre. Ça vient compléter les diagnostics. Mais il faut dire que ce sont des personnes âgées. Ils peuvent avoir une composante, c'est comme un malade cardiaque qui a une pneumonie. Donc, les opacités qu'on trouve au niveau des poumons, ça peut être un élément de l'édème pulmonaire, mais ça peut être aussi une pneumonie. Donc, il y a tellement de chevauchements que les gens préfèrent commencer avec les images qui vous donnent beaucoup plus de certitude et que ces tests fonctionnels viennent en complément. Donc, c'est l'élément que je voulais ajouter à la discussion, mais tout le monde a raison par rapport à ce qu'on dit, les choix des techniques, et puis ça coûte très cher. Même en Amérique du Nord, ce n'est pas dans tous les centres où on fait les PET avec ces produits-ci. Il faut des assurances, et aux États-Unis, n'en parlons même pas. Donc, il y a des techniques qui sont disponibles, tout dépend de combien le système de santé est subventionné et comment c'est très bien hiérarchisé pour que seulement le petit nombre de patients qui ont vraiment besoin de ces technologies puissent en bénéficier. Et le Japon, avec tout ce qu'ils ont comme économie, tout ça, on peut le faire facilement. Au Canada, dans certains grands centres, mais pas aux États-Unis. En Europe, je ne connais pas très bien la situation. Donc, c'était un peu ça. J'ai vu Dr. Charlemagne voulait commenter. Je ne sais pas s'il est là. Oui. Allô? On vous écoute. Oui, en fait, c'était le précédent intervenant, en fait. C'était moi qui avais évoqué la prévalence et l'imagerie par résonance magnétique. Ici, dans notre pratique quotidienne, en fait, on n'a pas accès à la tomographie par émission de positons pour le diagnostic d'angiopathie amyloïde. On se limite aux données de la clinique et de l'IRM cérébral. C'est pour ça que je disais tantôt que le TEP scan
actuellement, ce qui est fait en France par rapport à notre pratique, c'est du domaine de la recherche. Et je crois que vous aviez raison par rapport à la hiérarchisation des examens. C'est en fonction des habitudes de chaque centre, de chaque structure, et surtout de l'accessibilité à ces examens paracliniques, ce que le système de sécurité sociale peut supporter et ce que la poche des patients peut supporter aussi. Et je pense que du point de vue d'un médecin d'un pays sous-développé, on commencera déjà par le scanner. Et en fonction du scanner, de la localisation de l'hématome, on pourrait évoquer plusieurs hypothèses, dont l'angiopathie amyloïde qui est sous-diagnostiquée parce qu'on n'y pense pas souvent en fait. Donc, je crois qu'à travers la présentation du docteur Ndingo, on aura plus de facilité à évoquer l'angiopathie amyloïde chez des sujets de plus de 50 ans qui ont des antécédents de troubles cognitifs et qui présentent un déficit neurologique focal. Donc, il faut que ça rentre dans nos habitudes d'hypothèses diagnostiques. Et en fonction des critères, on va éliminer les diagnostics les uns après les autres, quitte à retenir une angiopathie amyloïde après avoir complété les examens par l'IRM. Et ceci aussi, motiver les patients, leur expliquer les raisons fondamentales d'avoir un diagnostic absolu par un examen de qualité tel qu'une IRM et ne pas se limiter uniquement au scanner. En sachant aussi que les patients qui viennent souvent en consultation pour des bilans de démence, parce que ça aussi, on ne pense pas souvent, mais dans les bilans de démence, il n'y a pas que la maladie, on ne recherche pas que les signes de maladie d'Alzheimer ou autre type de démence, mais la démence vasculaire est l'une des grandes causes de troubles cognitifs. Donc la microangiopathie Exactement. hypertensive et la microangiopathie amyloïde restent parmi les grandes causes de démence. Autres les causes tumorales ou les maladies rapidement progressives comme le Creutzfeldt-Jakob. Mais après, vraiment, les démences vasculaires, ça reste l'une de grandes causes. C'est d'ailleurs dans le protocole, c'est pourquoi il y a des séquences flair, des séquences écho de gradient, et donc susceptibilité magnétique, parce qu'il faut éliminer obligatoirement chez tous les patients qui viennent pour bilan de troubles cognitifs la démence vasculaire. Rechercher les signes de microangiopathie hypertensive, rechercher les signes de microangiopathie amyloïde avant de penser à maladie d'Alzheimer ou à autre type de démence. Donc, ça S'il doit vous plaît. aussi entrer dans la pratique quotidienne, en fait, parce que les présentations où les patients viennent, on commence par les scanners, c'est comme disait Charlemagne tout à l'heure, ça dépend de la présentation clinique. Quand le patient vient dans un contexte aigu, donc il passe par les urgences, donc on découvre ces hémorragies avec les scanners cérébrales. Mais quand des patients viennent pour des bilans de troubles cognitifs et qu'on a la possibilité de prescrire une IRM, donc on prescrit l'IRM et puis on recherche ces anomalies à l'IRM, donc dans les diagnostics d'élimination. Peux me permettre, parce que je ne sais pas lever la main, je suis sur mon téléphone. Oui, vous pouvez parler. Oui, bonsoir à tous. Merci pour votre présentation, Dr Edingo. Merci, professeur Leboise et professeur Dadi, pour vos interventions. Vous nous avez vraiment éclairé sur cette question qui est effectivement sous-estimée, hein. En vous entendant parler plutôt, moi j'ai pensé à l'Afrique, où on réalise souvent des scanners, du moins dans les grands centres comme Kinshasa. Et il nous arrive, n'est-ce pas, de lire des scanners venant de là où on n'a pas précisé la cause alors qu'on voit que c'est un hématome lobaire. Y penser et Dr Edingo nous a montré et rappelé tous les critères radiologiques pour arriver à ce diagnostic. Mais le diagnostic étant fait, il faut quand même nous dire si les cliniciens pourraient nous dire comment on prend en charge justement ces angiopathies amyloïdes. Comme ça, nous, en tant que radiologues, nous pouvons savoir à quoi a servi, n'est-ce pas, le diagnostic. Comment on a pris en charge, je me répète, le patient chez qui on a diagnostiqué cette pathologie. Merci. Merci. La prise en charge dépend de la situation clinique que le patient a présentée.
Ça, c'est une prise en charge de façon globale. Si je prends le cas de la patiente de la présentation du docteur Ndingo qui est venue pour un déficit neurologique brutal avec un hématome aigu, là, ce patient entre dans la filière neurovasculaire et devrait recevoir les soins dans le cadre de la prise en charge d'un hématome lobaire, à commencer par la gestion de l'hypertension artérielle qu'il faut baisser très rapidement, sans oublier les autres axes tels que la glycémie, la saturation en oxygène, la température. Voilà. Donc ça, c'est le conditionnement du patient qui passe par la gestion de tout ce qui est facteur de majoration de cet hématome. Et au fur et à mesure de son hospitalisation, les examens complémentaires orienteront vers le diagnostic d'angiopathie amyloïde. Et la suite de la prise en charge, ça dépendra de ce qu'il a gardé comme séquelles. Et il faut qu'il intervienne plusieurs intervenants tels que les rééducateurs, les orthophonistes et toute une prise en charge pluridisciplinaire. Ça, c'est quand la présentation est de l'ordre d'un déficit neurologique focal, brutal, de type AVC hémorragique. Maintenant, en consultation, si tu reçois un patient qui vient pour des plaintes mnésiques évolutives et que, après avoir éliminé un certain nombre de diagnostics, tu poses celui d'angiopathie amyloïde, la prise en charge aussi, non seulement fera intervenir les neuropsychologues pour une rééducation neurocognitive, mais de plus en plus, on a des thérapeutiques avec des anticorps antimonoclonaux, anti-amyloïdes. Et ça, c'est destiné, au fait, ça, c'est réalisé dans certains centres qui ont l'expertise de cette pathologie-là. Nous, dans notre pratique quotidienne, quand on a des cas comme ça, on les réfère vers le centre de référence à Rouen. Il y a le CM2R, c'est un centre de référence des maladies neurodégénératives de type angiopathie amyloïde, Alzheimer, où ils prennent en charge les patients qui ont cette problématique. Et l'autre présentation clinique, quand le patient présente un déficit neurologique focal qui peut faire évoquer une aura migraineuse ou une crise d'épilepsie focale, il faut déjà éliminer les autres diagnostics différentiels, tels qu'une vraie crise d'épilepsie ou une migraine au vrai sens du terme. Et si ces diagnostics sont éliminés, il peut arriver qu'on ait recours au traitement antiépileptique qui marche bien sur ce qu'on appelle les amyloïdes SPEL, c'est-à-dire le déficit neurologique focal qui est lié à l'acidérose corticale. Donc, on peut mettre des traitements antiépileptiques tels que la lamotrigine qui a fait ses preuves ou le valproate de sodium. Maintenant, la grande question ou les grandes difficultés qu'on a dans la pratique quotidienne, c'est la gestion du traitement antithrombotique chez un patient qui a une angiopathie amyloïde. Vous recevez en consultation, un patient qui a un trouble neurologique cognitif évolutif et on lui découvre par la suite que c'est une angiopathie amyloïde avec plusieurs microglies et qu'il a de l'acidérose corticale et qu'il a même une séquelle d'hématome cérébral. Et ce patient, on lui découvre une fibrillation atriale paroxystique qui répond à des critères de mettre en place une anticoagulation curative. Donc là, ça c'est une grande casse-tête. Il y a certaines recommandations, ce n'est pas l'objet de la présentation, mais ça fait partie des difficultés auxquelles on est confronté pendant la clinique. Et il y a une présentation clinique qu'on a peut-être, on est rapidement passé à côté, c'est que les patients qui ont une angiopathie amyloïde peuvent faire des AVC ischémiques lacunaires. Donc, vous aviez un patient qui vient dans le cadre d'une alerte thrombolyse et on découvre à l'IRM qu'il a fait un infarctus lacunaire mais qui a plusieurs microblides. Quelle sera la conduite à tenir par rapport à ce patient qui a beaucoup de microblides, qui a de l'acidérose corticale, qui a fait un infarctus ischémique de petite taille? Est-ce qu'il faut le thromboliser ou est-ce qu'il ne faut pas le thromboliser? Donc ça, c'est des questions et des difficultés auxquelles on est souvent confronté dans la pratique de tous les jours. Je vais m'en arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup.
pour votre réponse. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, un commentaire dans l'audience? Question, commentaire? Peut-être je vais partager ça parce que dans le diagnostic différentiel des microblides, c'est assez large, ça dépend de l'âge. Si je prends tout ce que le Dr Edingo a dit dans la présentation, j'enlève seulement les hématomes lobaires là, et les maux sidéraux sur la surface des sillons. Les microblides qu'on trouve comme ça, si vous envoyez ça chez un enfant qui a une cardiopathie congénitale opérée, il faut dire que c'est une trouvaille, c'est une lésion communément trouvée dans le cerveau des enfants avec maladie cardiaque congénitale, surtout après chirurgie. On pense que ça peut être dû à des chantes au niveau cardiaque ou bien le malade qui ont bénéficié de l'ECMO dans leur prise en charge. Pourquoi je le présente? Ça, c'est vraiment un cas subtil. On n'a que quelques points ou quelques macroblides. Il arrive que vous en ayez partout dans le cerveau. Et l'intérêt, c'est quoi? Parce que si vous appelez ça hémorragie en cours, les 2-3 cas que j'ai vus ici, c'était un malade qui vient avec une thrombose veineuse au niveau de veine latérale. Et le résident qui a eu l'examen, il a parlé des hémorragies disséminées partout dans le cerveau. Et lui, il a dit que c'était une contre-indication à un traitement anticoagulant. Ce qui n'est pas vrai. Donc, quand vous voyez ici, ce sont des lésions, comme on dit, don't touch me lesion. Ce sont des lésions séquelaires par elles-mêmes. C'est dû au shunt. C'est le mécanisme, il y a beaucoup de controverses. Il y en a qui pensent que ce serait le même mécanisme comme dans les cas de thrombose septique. Voilà pourquoi on a ces petits saignements au niveau, mais généralement, c'est séquelaire. Ça ne contredit en rien un traitement anticoagulant. Donc, il faut les connaître. Un patient dans les jeunes âges qui a bénéficié d'un traitement, d'une chirurgie cardiaque ou bien été sous ECMO, ces trouvailles sont normales. Il faut les décrire, mais ce n'est pas une hémorragie active et ça n'exclut pas un traitement anticoagulant. Il y a beaucoup de littérature maintenant par rapport à cette entité, donc c'est toujours bien de les connaître. Et là, on précise, généralement, c'est ça, des patients jeunes. Et au fil de l'amélioration de prise en charge de ces pathologies congénitales cardiaques, c'est pas rare de trouver ça chez un jeune adulte. Donc, il faut toujours, comme on dit, never think within a box. Il faut toujours avoir une certaine ouverture d'esprit quand vous établissez les diagnostics différentiels. Et aux cliniciens, donnez-nous le plus d'éléments possible. Donc, quand vous envoyez ce malade ici, il a déjà 42 ans, vous ne dites pas les antécédents pertinents qu'il avait subi une chirurgie cardiaque en son temps. On risque ça sera un peu plus tôt si c'est dans les quarantaines, mais s'il est au-delà des 50, le diagnostic de l'angiopathie amyloïde peut être considéré, surtout s'il y a d'autres signes. Et de même, quand c'est un patient qui vient maintenant pour une histoire de traumatisme, les lésions axonales diffuses peuvent se présenter comme ceci aussi. Donc, c'est juste une forme d'alerte par rapport à ce qu'on peut voir dans les clichés chez les enfants ou bien les jeunes adultes qui ont bénéficié de chirurgie cardiaque ou de ECMO. Merci. S'il n'y a pas de commentaires ou de questions, je pense qu'on pourra s'arrêter là, à moins que le docteur Edingo ait quelque chose à dire à la fin. Non, c'est tout bon pour moi. Sauf s'il y avait des réactions. Okay. Merci beaucoup, docteur Edingo. Une fois de plus, une présentation de très, très haute facture. Merci aux intervenants. Je vois le docteur Charlemagne, je vois les profs Leboise et docteur Tunda. Docteur Tunda, c'était la première fois. Je crois docteur Charlemagne aussi. Donc, c'est ça notre audience. On discute comme ça. Il y a des questions qui viennent et des questions de plusieurs niveaux. Il y a des questions des participants qui sont assez avancés, des spécialistes qui posent des questions par rapport aux controverses. Donc, il n'y a rien de mal qu'on ait des points de vue différents. Ça se passe même dans nos pratiques quotidiennes et ça permet aux jeunes de comprendre qu'on peut discuter de la science sans se chamailler. Et merci également à vous tous, les participants, qui êtes toujours là pour nous suivre. Donc, je pense qu'on va prendre congé à ce point-ci et on se revoit dans 2 semaines pour commencer la série sur les pathologies ostéo-articulaires.
Donc, vous verrez les affiches et les différents intervenants. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit. Bye bye. Au revoir.